Les animaux étaient partout dans la vie médiévale. Ils étaient utilisés pour tirer des chariots, labourer des champs, être traits, tondus, écorchés et mangés. Mais étaient-ils jamais gardés juste pour le plaisir de la compagnie? Ma petite chienne Pepsi, une Springer Cocker Spaniel de 16 ans aussi appelée Sprocker, est incroyable. Je l'aime tellement. Le mot « animal de compagnie » pour décrire une sorte d'animal de compagnie n'a même pas été utilisé dans la langue anglaise avant le XVIe siècle, et même alors seulement dans le nord de l'Angleterre et en Écosse. Selon le dictionnaire Oxford English, un animal de compagnie est un animal, un oiseau, etc., que l'on garde à la maison pour le plaisir, pas pour le travail ou la nourriture. Pour les médiévaux, ce n'était pas toujours le cas. Beaucoup de familles rurales avaient un acheteur attaché à leur zone de vie, partagé avec des chèvres et du bétail. Les chiens de chasse et les chats, chargés de chasser les souris, vivaient souvent à l'intérieur. Il semble que pour les premiers médiévaux, les véritables animaux de compagnie comme nous les connaissons aujourd'hui étaient rares. C'est sûrement car ils n'ont pas rencontré Pepsi. Bienvenue à la folie médiévale. Chien. Albertus Magnus était un frère dominicain scientifique et philosophe du XIIIe siècle. Il a écrit un livre d'histoire naturelle détaillant les soins aux animaux. Il recommandait de ne pas laisser les chiens manger directement dans l'assiette ou d'être constamment caressés si l'objectif était d'avoir un chien de garde fiable. Sinon, il a dit que l'animal aurait, je cite, un œil sur la porte et l'autre sur la main généreuse du maître. La plupart des chiens étaient des travailleurs, protégeant les maisons, biens ou bétail, dans tout type de ménage, riches ou pauvres. Parmi la noblesse, les chiens de chasse étaient très prisés. Connus sous le nom de chiens courants, ils chassaient en utilisant leur odorat et variaient en races, allant des petits lévriers italiens aux louveteaux irlandais. Gaston, troisième comte de Foix, a écrit un livre au XIVe siècle appelé le Livre de chasse, qui est devenu le texte de référence sur les techniques de chasse médiévales. Il y décrit comment prendre soin des lévriers, disant qu'ils devraient être gardés dans des chenils construits en bois qui étaient au moins à 1 pied au-dessus du sol. Les chenils devraient avoir une mezzanine pour que le chien soit au chaud en hiver et au frais en été. Les chenils devraient être nettoyés tous les jours et garnis de paille fraîche. Outre le nettoyage des chenils, les serviteurs devaient abreuver les chiens 2 fois par jour, les promener régulièrement et les laisser s'ébattre dans une belle prairie ensoleillée. Les chiens étaient plus nourris que la plupart des paysans, recevant du pain et de la viande de chasse. Lorsqu'ils étaient malades, on leur servait des œufs au beurre, du lait de chèvre, de la viande hachée et du bouillon de haricots. Gaston expliquait qu'un maître devrait toujours être sincère lorsqu'il parle à son chien parce que, je cite, « Les chiens me comprennent et font ce que je veux mieux que tout autre homme ne peut les faire faire. » Un lévrier, le cadeau préféré des princes, était le héros habituel de l'histoire de chiens médiévale. De nombreux seigneurs faisaient mettre une effigie de leur animal préféré à leurs pieds sur leur tombe. Les dames nobles apparaissent fréquemment avec des chiens de compagnie dans les enluminures médiévales. Habituellement, l'animal de compagnie serait tenu en laisse ou assis au pied de la dame avec des colliers parfois garnis de petites clochettes. Le psaltère de la reine Mary du XIVe siècle représente une dame avec un chien sur ses genoux. Le roman du Graal montre un autre petit chien portant un collier qui est caressé par une dame qui parle à Sir Lancelot. Le meilleur ami de l'homme. Admirés pour leur intelligence et loyauté, les gens aimaient les histoires sur leurs chiens. Le duc de Berry a visité un chien connu pour garder jour et nuit la tombe de son propriétaire décédé. L'homme avait été tué par les Anglais à la bataille de Chiswick en 1373. Le duc a été tellement ému par la fidélité de l'animal qu'il a donné une pension de 10 francs à un citoyen qui vivait à proximité pour s'assurer que le chien avait une source régulière de nourriture jusqu'à sa mort. Un livre français sur la gestion du ménage, appelé Le Manager de Paris, a été écrit en 1393 par un ancien marchand parisien qui voulait instruire sa jeune épouse. Ce livre relate l'assassinat d'Aubray de Montdidier en 1371 par un agresseur anonyme raconté par le marchand. Après sa mort, son chien a pris une aversion particulière pour un homme du nom de Macaire. Ainsi, le roi Charles V de France a ordonné un duel entre le chien et Monsieur Macaire. Le chien a gagné, Macaire a avoué et a été pendu. Cette histoire apparaît également dans le livre de chasse, parmi plusieurs autres dédiés à la loyauté des chiens médiévaux. Chats.
Les chats étaient appréciés non seulement pour leur habileté à attraper des souris et autres nuisibles, mais aussi en tant que précieux compagnons dans les environnements domestiques et surtout dans les monastères et les abbayes. À moins que le besoin ne vous y oblige, mes chères sœurs, et que votre directeur ne le conseille, vous ne devez garder aucun animal, sauf un chat. Maintenant, si quelqu'un a besoin d'en garder un, qu'elle veille à ce qu'il n'ennuie personne ni ne fasse de mal à quiconque, et que ses pensées ne soient pas accaparées par lui. C'était un guide pour les nonnes médiévales sur comment s'occuper et traiter le seul animal qu'elles étaient autorisées à garder dans l'enceinte de l'abbaye. Cela illustre l'idée que les chats sont une dépense de temps et de nourriture futile, qui aurait pu être offerte aux démunis. Mais pour l'anachorète très religieuse qui était volontairement enfermée dans ces quartiers, retirée de la société, leur chat était le seul ami qu'elles avaient pour soulager leur solitude. Altem, l'abbé de Malmesbury, a écrit une énigme sur le chat au début du 7e siècle où il décrivait l'animal comme fidèle et toujours vigilant. Dans l'Irlande médiévale, un segment complet du code de loi était dédié aux chats. Cette section sur les chats mentionnait divers types tels que les chats souris, bergers, de garde, de compagnie, et les chatons, ces derniers étant présentés comme des partenaires de jeu pour les enfants. Elle mentionnait aussi l'indemnisation disponible si quelque chose arrivait au chat d'une personne. Un chat capable de ronronner et de chasser les souris était estimé à la valeur de 3 vaches. Un chat qui ne pouvait que ronronner valait une vache et demie. Un peu comme mon chat Daisy qui est mignon mais inutile. Toutefois, au pays de Galles, les lois du Xe siècle dictaient une évaluation des chats selon leur âge. Il ne valait qu'un penny de sa naissance jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux, puis il valait 2 pennies. Après avoir attrapé une souris, sa valeur augmentait à 4 pennies. Toutefois, si les chats royaux gardant la grange du roi étaient tués ou volés, leur évaluation devait être différente. La tête du chat devait être, je cite, posée sur un sol propre et plat et sa queue levée, puis des grains de blé étaient versés sur elle jusqu'à ce qu'il cache l'extrémité de sa queue. Cela sera sa valeur. Historiquement, le statut d'une personne définissait sa valeur et celle de ses animaux de compagnie dans la société. Le chien d'un roi valait 1 livre tout comme celui d'un noble, alors que le chien d'un homme libre valait 120 pence, et celui d'un homme non libre seulement 4 pence. Les chats eux-mêmes pouvaient être exemptés de punition s'ils venaient à blesser un humain en accomplissant leur devoir. S'ils poursuivaient une souris et que quelqu'un qui n'avait rien à faire là trébuchait, alors ce n'était pas la faute du félin occupé. Dans la tradition médiévale irlandaise, il semblait y avoir un respect et une tolérance importants pour le chat domestique. Inspiré par cela, un moine irlandais a écrit son célèbre poème du 9e siècle pancurbain en l'honneur de son ami félin, qu'il qualifiait de héros, qui était parfait dans son travail de chasseur de souris. N'est-ce pas mignon? Concernant les chats, Albertus Magnus a dit qu'ils, je cite, « aiment être légèrement caressés par les mains humaines et étaient joueurs, surtout lorsqu'ils étaient jeunes. » Cependant, il a également conseillé que leurs oreilles soient coupées afin que la rosée nocturne ne puisse pas y pénétrer et la coupe de leurs moustaches les ferait perdre leur audace. Le meilleur ami d'une femme? Le XIVe siècle a vu l'importation de chats de Syrie en Europe. Ces derniers étaient vus comme exotiques du fait de leur fourrure brune rayée de noir, contrairement aux mogis gris natifs. Isabella d'Este, marchesa de Mantoue, était tellement désespérée d'en obtenir un en 1496 qu'elle a envoyé une lettre à Antonio Salimbeni à Venise, lui demandant de trouver 3 ou 4 chats syriens pour elle. 2 ans plus tard, elle attendait toujours lorsqu'un autre courtisan de Mantoue a aperçu un chat assis à la fenêtre d'une maison vénitienne. Étonnamment, il portait un collier avec des clochettes, signe qu'il était uniquement un animal de compagnie, pas un attrape nuisible. La propriétaire, que le courtisan a décrite comme étant la femme la plus âgée qu'il ait jamais vue, n'a pas pu être persuadée de se séparer du chat malgré la mention du nom d'Isabella et des offres d'argent. Il a été tout aussi déçu lorsqu'il a essayé de négocier avec le fils de la femme. Fini. Il a conclu que, je cite, ils étaient 2 ânes. Cela montre cependant l'amour que les gens avaient pour leurs animaux de compagnie, même face à de grandes incitations financières. Finalement, Isabella avait plusieurs chats, dont un nommé Martino. À la triste occasion de sa mort, le chat a reçu un enterrement décent avec un sermon prêché au bord de la tombe. Un compatriote italien nommé Francesco Picchiotti a écrit une élégie sur son félin décédé, décrivant comment il avait perdu son bien-aimé, qui avait l'habitude de dormir soit sur son épaule lorsqu'il travaillait sur sa poésie, soit sur ses pieds la nuit. Il a également déploré comment les souris se promenaient maintenant librement, l'ennuyant. Bocchiotti a souhaité que 2 nouvelles étoiles représentent les yeux de son animal de compagnie dans le ciel nocturne. Tu pleures, pas moi.
Dès le XIIe siècle, des vendeurs d'oiseaux ont fait leur apparition à Paris, et il est fait mention de commerçants près de Notre-Dame qui se spécialisaient dans la vente d'oiseaux destinés à être mangés et d'autres destinés à être gardés comme animaux de compagnie. Ces oiseaux en cage comprenaient des perroquets, des moineaux, des rossignols et des étourneaux. Dès 1292, les vendeurs d'oiseaux faisaient fabriquer leurs cages par des artisans. Certaines étaient ornées d'or et de bijoux. Nous pouvons une fois de plus nous référer aux ménagers de Paris pour des informations sur les soins des animaux de compagnie au Moyen-Âge. Cette fois, notre vieux marchand parisien explique comment sa femme devrait constamment renouveler l'eau des oiseaux en cage et cite « Laisser de la laine cardée et des plumes être mises dans la volière pour faire leur nid. Et ainsi ai-je vu des tourterelles, des linottes et des chardonnerets élever leurs jeunes. Vous devriez également leur donner des chenilles, des vers, des mouches, des araignées, des sauterelles, des papillons, des feuilles de chanvre fraîches, humidifiées et trempées, des araignées, des chenilles et des choses similaires qui sont douces pour le petit bec de l'oiseau qui est tendre. » Parmi les petits mammifères que les médiévaux avaient fréquemment comme animaux de compagnie, on trouve les écureuils et les singes. Les deux étaient très appréciés parmi les dames de l'élite et peuvent être vus dans les illustrations portant des colliers et des laisses. Les singes, très appréciés par les hauts membres du clergé, étaient souvent gâtés avec de la nourriture riche. Il semblerait qu'à la toute fin du Moyen-Âge, de plus en plus de médiévaux avaient des animaux de compagnie. Pas seulement pour leur valeur en tant qu'animal de travail, mais aussi pour leur loyauté et leur amitié. Et il semblerait que le type d'animal de compagnie qu'ils choisissaient dépendait de leur statut et de leur sexe. Merci d'avoir regardé cet épisode sur la folie médiévale. Je câlinerai mon chien et vous retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Santé!